Bonjour à tous et bienvenue au module de formation en ligne de Ressources naturelles Canada sur l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable. Ce cours a été adapté du matériel de formation du Programme fédéral de gestion de l'énergie du Département de l'énergie des États-Unis sur l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable. Cette formation est offerte par les Services pour un gouvernement vert de Ressources naturelles Canada afin d'aider les ministères et organismes fédéraux à planifier et à mettre en œuvre des projets visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de leurs bâtiments, laboratoires, autres installations et parcs automobiles. Au fil des ans, Ressources naturelles Canada, RNCan, a élaboré des méthodologies, des pratiques et des outils complets pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, GES, pour les secteurs privés et publics, y compris le gouvernement fédéral. Depuis 1991, RNCan a fourni un soutien technique accru aux organisations du gouvernement du Canada qui cherchent à réduire de façon ambitieuse les émissions de gaz à effet de serre produites par l'exploitation de leurs bâtiments et de leurs parcs automobiles. Cette formation aidera les organisations fédérales à respecter leurs engagements et à donner l'exemple. Le gouvernement fédéral s'est engagé à réduire ses émissions de 40 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 et de 80 % d'ici 2050, conformément à la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2022 et à la Stratégie pour un gouvernement vert. Il est important de noter que les bâtiments fédéraux représentent près de 90 % des émissions de GES du gouvernement. De plus, la Stratégie pour un gouvernement vert stipule que les ministères utiliseront une électricité 100 % propre d'ici 2025 en produisant ou en achetant des mégawattheures d'électricité renouvelable équivalentes à celles produites par la partie à forte teneur en carbone du réseau électrique. Cette initiative appuie également l'engagement pris par les premiers ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux du Canada d'intensifier leurs efforts en vue d'une transition vers des bâtiments à haut rendement énergétique et des parcs de véhicules à émissions zéro selon le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Ce cours aborde les thèmes de l'intégration des systèmes énergétiques en 6 chapitres. Nous commençons par une introduction aux énergies renouvelables, y compris les principales sources d'énergie renouvelable. Le deuxième chapitre traite de l'intégration des énergies renouvelables dans un système énergétique, suivi d'un chapitre consacré aux impacts des énergies renouvelables sur les réseaux de distribution d'électricité. Le quatrième chapitre porte sur les problèmes et les solutions en matière de distribution des énergies renouvelables, suivi d'un chapitre sur les stratégies visant à intégrer les énergies renouvelables aux systèmes énergétiques existants. Le dernier chapitre compare les technologies des énergies renouvelables. Le cours se termine par un court questionnaire pour évaluer vos connaissances acquises. Le premier module présente les énergies renouvelables, y compris les raisons pour lesquelles les gouvernements intègrent les énergies renouvelables ainsi que certains des facteurs en cause. Ce chapitre présente également les principales sources d'énergie renouvelable et la façon dont elles contribuent à la diversification des sources d'approvisionnement énergétique du Canada. Outre les objectifs fédéraux en matière de climat, il existe plusieurs raisons pratiques de déployer des systèmes d'énergie renouvelable sur les sites fédéraux. L'une des raisons principales est le fait que presque toutes les énergies renouvelables impliquent une réduction des émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement, ainsi que d'autres polluants comme les oxydes d'azote. Une autre raison est la réduction des coûts énergétiques qui peuvent être calculés à l'aide d'une analyse des coûts du cycle de vie. Les systèmes d'énergie renouvelable deviennent plus rentables à mesure que les entreprises de services publics acquièrent de l'expérience en matière d'installation, d'exploitation et d'entretien, et que la technologie devient moins coûteuse. Les énergies renouvelables protègent également contre la volatilité des prix des combustibles qui se manifeste dans le taux d'indexation de l'énergie. Bien que la tarification varie d'une province à l'autre, les entreprises de services publics répercutent généralement sur les clients le coût du carburant et des améliorations à l'infrastructure au moyen de frais d'ajustement du prix du carburant qui changent chaque mois et peuvent être très imprévisibles. La mise en œuvre de systèmes d'énergie renouvelable peut également permettre de se prémunir contre les hausses tarifaires. Les énergies renouvelables peuvent protéger contre les pénuries ou les interruptions de l'approvisionnement en combustible en fournissant une source d'énergie secondaire redondante. Sur le plan économique, l'installation, l'exploitation et l'entretien des systèmes d'énergie renouvelable font appel à des spécialistes locaux.
De nombreux facteurs influent sur l'intégration des énergies renouvelables dans un système et sur le mode d'intégration. Comment connaître la technologie qui convient le mieux à votre application compte tenu de l'endroit, du site et de la charge énergétique de votre installation? Le coût de l'énergie est un facteur déterminant essentiel. Si votre installation est située dans un endroit où les tarifs des services publics sont élevés, il est probable que les technologies d'énergie renouvelable constituent un bon investissement. La viabilité de la technologie des énergies renouvelables dépend également de vos ressources locales en énergie renouvelable. Bien que l'énergie solaire soit plutôt uniforme, d'autres ressources comme la biomasse et l'énergie éolienne peuvent varier considérablement d'un endroit à l'autre et surtout du site. La viabilité dépend également des caractéristiques uniques de la technologie envisagée. Combien coûte l'installation, l'exploitation et l'entretien? Quels sont le rendement énergétique et la durée de vie de ce système? Les politiques provinciales et des services publics en matière d'interconnexion, de facturation nette et de structure tarifaire auront également une incidence sur le choix des systèmes d'énergie renouvelable. Les exigences de conformité de votre site, comme la loi canadienne sur la protection de l'environnement et la loi sur les lieux et monuments historiques, peuvent également avoir une incidence sur vos options technologiques en matière d'énergie renouvelable. Les incitatifs qui pourraient être offerts dans le cadre des programmes proposés par les gouvernements fédéral et provinciaux et par les entreprises de services publics constituent un facteur économique important. On peut trouver de l'information sur les incitatifs auprès des fournisseurs d'énergie locaux et sur les pages web des gouvernements provinciaux et fédéraux. Des paramètres économiques comme le taux d'actualisation et le taux d'indexation pour le secteur fédéral peuvent également avoir une incidence sur la viabilité du projet. Enfin, la viabilité des projets d'énergie renouvelable dépend des politiques et des mandats de votre ministère. Pour en savoir plus, consultez le plan stratégique de développement durable de votre ministère. Dans certains cas, les énergies renouvelables sur place peuvent améliorer la mission de votre installation et l'aider à atteindre ses objectifs. Dans tous les cas, cela renforce notre mission d'économiser l'énergie et de réduire la pollution ou de bien gérer l'argent des contribuables. Mais dans certains cas, l'énergie renouvelable sur place pourrait plus particulièrement renforcer la mission d'un ministère, par exemple en renforçant sa capacité à fonctionner en cas de panne de courant. Comment les sources d'énergie renouvelable sont-elles utilisées au Canada? En 2017, l'hydroélectricité représentait 67,1 % de la consommation totale d'énergie renouvelable au Canada. Ensuite, la biomasse solide, comme le bois, représentait 23,1 %, tandis que l'énergie éolienne représentait 5,3 % de la consommation en énergie renouvelable. D'autres sources, comme les déchets solides municipaux, les gaz d'enfouissement, l'énergie solaire thermique et l'énergie océanique, y compris l'énergie marémotrice, l'énergie des vagues et l'énergie thermique, représentent des parts plus faibles de production nationale d'énergie renouvelable. La prochaine partie de ce chapitre présente certaines des principales sources d'énergie renouvelable au Canada, solaire, éolienne et géothermique, et leur capacité à fournir de l'énergie d'un bout à l'autre du pays. Commençons par l'énergie solaire. L'énergie solaire est fournie par le Soleil sous forme de chaleur et de lumière rayonnée. Pour exploiter cette énergie solaire, des panneaux solaires sont utilisés pour chauffer l'eau ou assurer la ventilation des bâtiments, alors que les technologies photovoltaïques, PV, transforment la lumière solaire en électricité. La carte, fournie sur la diapositive, illustre le potentiel photovoltaïque au Canada. Le potentiel d'énergie solaire dépend en grande partie de l'exposition au soleil, qui varie au Canada selon la latitude, l'altitude et le climat. En moyenne, les municipalités de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec sont les plus exposées au soleil. Le potentiel d'énergie solaire est le plus faible sur les côtes en raison de la couverture nuageuse plus importante par rapport aux régions plus centrales. Une mise en œuvre d'un plus grand nombre de projets de production d'énergie solaire est prévue à mesure que le coût de l'énergie solaire photovoltaïque continue de diminuer et devient ainsi plus concurrentiel par rapport aux autres ressources de production. En outre, des politiques et des incitatifs en vigueur dans certains territoires et provinces encouragent la mise sur pied de tels projets. L'énergie cinétique du vent peut être exploitée et convertie en énergie mécanique ou en électricité. Pour produire de l'électricité, le vent est utilisé pour déplacer les pales des turbines qui produisent ensuite de l'électricité. Une collection d'éoliennes s'appelle un parc éolien.
De nombreuses régions du Canada offrent un excellent potentiel pour les ressources éoliennes, particulièrement au large et le long des côtes, y compris le long du golfe du Saint-Laurent. Le sud des prairies est également propice aux ressources éoliennes. Toutefois, les éoliennes doivent être situées près des réseaux électriques existants. Comme la plupart des côtes du Canada sont éloignées, il n'y a actuellement aucun parc éolien en mer au Canada. Les provinces ayant la plus grande capacité éolienne sont l'Ontario, le Québec et l'Alberta. En 2018, l'Ontario avait la plus grande capacité d'énergie éolienne avec 5 076 MW, suivi du Québec avec 3 882 MW. Le diagramme à barres illustre la puissance éolienne installée au Canada de 2004 à 2018. La puissance installée de l'énergie éolienne est passée de 444 MW en 2004 à 12 817 MW en 2018. La nouvelle capacité annuelle a culminé à 1 891 MW en 2014. En 2018, 578 MW ont été ajoutés. La capacité totale de l'industrie canadienne est de 12 817 MW. La dernière énergie renouvelable dont nous parlerons dans cette partie est l'énergie géothermique. L'énergie géothermique est produite à partir de la chaleur emmagasinée sous la surface de la Terre ou à partir de la chaleur absorbée par l'atmosphère ou les océans. L'électricité peut être produite à partir de vapeurs naturellement présentes sous terre. Le chauffage et le refroidissement peuvent être assurés en utilisant la différence de température entre l'air et les eaux souterraines, par exemple en utilisant des thermopompes à air ou géothermiques. La carte montre la répartition du potentiel d'énergie géothermique au Canada selon l'utilisation finale. La diapositive présente les types de ressources géothermiques au Canada. Les ressources géothermiques avec les températures les plus élevées se trouvent en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Ceci conclut le premier chapitre de ce cours. Le deuxième chapitre porte sur l'intégration des systèmes énergétiques et traite de certaines des principales considérations relatives à l'intégration des énergies renouvelables, en particulier de sources intermittentes dans un système énergétique. L'intégration des systèmes énergétiques explique comment il est possible de contrôler la production croissante d'énergie renouvelable intermittente afin de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la fiabilité du réseau. Il y a quelques années, les problèmes d'intégration au réseau n'étaient pas critiques car les projets d'énergie renouvelable étaient petits et souvent situés dans des applications hors réseau. Mais les crédits d'impôt et d'autres mesures incitatives ont rendu rentable l'installation de grands systèmes d'énergie renouvelable dans des applications raccordées au réseau. Toutefois, des difficultés apparaissaient à mesure que les bâtiments et les campus s'efforçaient d'intégrer des ressources intermittentes, tout en continuant de compter sur le réseau pour répondre à la demande lorsque les ressources en énergie renouvelable n'étaient pas productives. Historiquement, les réseaux de services publics d'électricité canadiens existants étaient fondés sur un modèle de flux d'électricité à sens unique, l'énergie réelle étant acheminée toujours de la centrale vers les sous-stations et jusqu'aux utilisateurs finaux. Aujourd'hui, les systèmes d'énergie renouvelable distribués injectent de l'électricité dans le réseau à partir de plusieurs endroits dans le système. En raison de la variabilité et de l'intermittence de l'énergie photovoltaïque, PV, ou éolienne, il faut souvent planifier de façon plus détaillée la conception et l'exploitation des systèmes d'énergie renouvelable. Une planification est également nécessaire pour tenir compte des fortes augmentations d'énergie renouvelable dans le réseau lorsqu'elle se produit et, de même, pour assurer une charge continue lorsque la production d'énergie renouvelable chute soudainement. Pour ces raisons, de nombreuses entreprises de services publics investissent dans le réseau afin que l'électricité et l'information puissent circuler dans les deux sens et que le réseau devienne plus souple et fiable. Il est important de noter que des normes applicables sont en cours d'adaptation pour les flux d'électricité bidirectionnels afin de faciliter l'intégration des énergies renouvelables. En collaboration avec l'Association canadienne de normalisation, RNCAN a élaboré et publié une norme consensuelle pour l'interconnexion des systèmes de production décentralisés à ondulateurs statiques en tant que norme nationale du Canada, ce qui a entraîné des modifications au Code canadien de l'électricité. Ces normes sont importantes pour les concepteurs de systèmes d'énergie renouvelable à grande échelle. Examinons maintenant la facturation nette.
Un programme de facturation nette permet aux consommateurs d'électricité qui produisent leur propre électricité à partir de ressources renouvelables de créer des crédits qui reflètent l'énergie que leurs systèmes renouvelables fournissent au réseau. La facturation nette permet aux consommateurs qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'avoir accès à l'électricité en tout temps, plutôt que lorsque l'électricité est produite à partir de sources renouvelables. La facturation nette est utilisée pour encourager l'investissement privé dans les énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne et l'énergie solaire, qui sont des sources intermittentes. Au Canada, les politiques de facturation nette relèvent de la compétence provinciale. Les consommateurs d'électricité qui souhaitent installer des systèmes de production d'énergie renouvelable et les raccorder à leur réseau électrique local doivent se conformer aux exigences de leur société de distribution locale. Expliquons comment la facturation nette fonctionne dans la pratique. Lorsqu'il existe un programme de facturation nette, un bâtiment qui produit de l'électricité à partir de l'énergie solaire, par exemple, peut fournir au service public tout surplus d'électricité dépassant ses besoins. Lorsque la charge du bâtiment est inférieure à sa propre capacité de production, il achète de l'électricité au service public. La facture d'électricité est calculée sur la différence nette entre les deux, mensuellement ou annuellement. Un bâtiment qui produit beaucoup d'énergie photovoltaïque pourrait en compenser suffisamment pour réduire sa facture d'électricité en fonction de la consommation à près de zéro. Dans un système de facturation nette, le bâtiment utilise encore tous les jours l'électricité du réseau de distribution locale, même s'il ne paie pas pour la totalité de ce service électrique. Certains estiment que ce type de politique de facturation nette encourage la production décentralisée aux dépens des autres contribuables. Pour illustrer davantage la mesure dans laquelle la facturation nette peut encourager l'énergie solaire, les tableaux résument la prévalence des incitatifs provinciaux et des programmes de facturation nette dans tout le pays. La plupart des provinces et territoires du Canada offrent des incitatifs pour l'énergie solaire, qui peuvent prendre la forme de crédits d'impôt ou de remises pour chaque kilowattheure produit. Depuis octobre 2019, toutes les provinces offrent des incitatifs pour l'énergie solaire, sauf l'Ontario, le Nunavut et Terre-Neuve et Labrador. Toutes les provinces et tous les territoires ont des politiques sur la facturation nette, à l'exception du Nunavut, où une politique est à l'étude. Les sociétés de distribution locale, SDL, ont le dernier mot quant aux limites de puissance de chaque site, compte tenu des considérations de sécurité et d'infrastructure. Il existe aussi des raisons à la fois techniques et économiques, dont nous discuterons plus loin en utilisant une étude de cas pour lesquelles tous les clients d'un service public ne peuvent pas utiliser le programme de facturation nette. Comme nous l'avons mentionné précédemment, un bâtiment qui participe au programme de facturation nette compte sur le réseau électrique lorsqu'il ne produit pas d'électricité à partir de l'énergie solaire, par exemple en un jour nuageux. Cependant, il verse un montant réduit au service public en fonction des crédits qu'il reçoit pour sa production d'énergie solaire. Cela peut entraîner une baisse de recettes de l'entreprise de service public qui doit quand même entretenir l'infrastructure du réseau, comme les lignes de distribution qui desservent tous les clients. Par conséquent, il y aurait un risque de hausse des coûts pour tous les contribuables. Pour illustrer l'impact que la facturation nette peut avoir sur un réseau électrique, examinons le cas du programme amélioré de facturation nette de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse propose un programme amélioré de facturation nette. Le programme permet aux clients de Nova Scotia Power de raccorder à son réseau de distribution de petits producteurs d'électricité renouvelable au moyen d'un compteur qui peut mesurer le débit d'électricité dans les deux sens. Les projets doivent être dimensionnés de manière à ne pas dépasser la consommation annuelle d'électricité, jusqu'à un maximum de 100 kW. Si un client a plusieurs comptes auprès de Nova Scotia Power, il peut produire de l'électricité vers ses autres comptes s'il se trouve dans la même zone de distribution. Diverses sources d'énergie renouvelable sont admissibles au programme, notamment l'énergie solaire, éolienne, marémotrice, des vagues, des océans, hydroélectrique au fil de l'eau et la bioénergie. En 2018, 581 installations solaires participaient au programme de facturation nette. Ensemble, ces systèmes produisent 5,3 gigawatts d'électricité. Le programme de facturation nette de la Nouvelle-Écosse est complété par le programme provincial Solar Homes, qui offre une remise de 1 $ par watt de puissance installée. Cette étude de cas illustre la mise en œuvre d'un programme de facturation nette dans une province canadienne.
Nous examinerons maintenant l'incidence de l'intégration des énergies renouvelables sur les réseaux de distribution électrique. Ceci conclut le deuxième chapitre du cours sur l'intégration des systèmes énergétiques. Le troisième chapitre porte sur l'incidence de l'intégration des énergies renouvelables sur les réseaux de distribution électrique. Un projet d'énergie renouvelable a une incidence à la fois sur une installation et sur l'ensemble du réseau de services publics. Un service public peut avancer une série d'incidences qui limitent les possibilités d'interconnexion. Par exemple, de nouvelles sources d'énergie dans le réseau de distribution augmentent à la fois la tension au point où la puissance est injectée et l'intensité de courant disponible. Les difficultés d'interconnexion deviennent plus importantes à mesure qu'un système renouvelable devient plus grand et qu'il est situé plus loin d'une sous-station et d'un dispositif local de régulation de la tension. Ces circonstances ont des répercussions directes sur l'entreprise de service public. Cyclage de l'équipement qui régule la tension, régulation de tension et protection contre les surintensités ne sont que certains des problèmes. L'interconnexion peut également modifier le facteur de puissance requis de l'entreprise d'électricité et augmenter la réserve tournante requise. Cela pourrait réduire les recettes globales de l'entreprise d'électricité qui sont fondées sur la consommation. Certaines entreprises de services publics procèdent à la planification intégrée des ressources qui tient compte de la demande future des clients et évalue les options pour répondre à cette demande. Toutes les options du côté de l'offre, production et transport, et de la demande, efficacité, réponse à la demande et ressources énergétiques distribuées sont prises en compte de manière égale. Ce processus peut jouer un rôle important en facilitant la croissance efficace des ressources énergétiques renouvelables dans un réseau. Voyons maintenant 3 exemples qui illustrent l'incidence que peut avoir sur un service public un projet d'énergie renouvelable. Comme premier exemple de régulation de tension, considérez que le service public doit fournir de l'électricité avec des limites de tension haute et basse. La tension chute le long d'une ligne électrique lorsque la charge augmente. Le transformateur doit alors réguler la tension en fonction de la charge. L'ajout d'un générateur photovoltaïque à un réseau de distribution d'énergie peut perturber un schéma existant de régulation de tension. La production d'énergie photovoltaïque dans un circuit réduit la charge vue au transformateur et entraîne une compensation de perte de ligne. Cela peut pousser la tension à une valeur supérieure ou inférieure aux limites imposées. Comme deuxième exemple, supposons qu'un fusible limite le courant provenant d'un transformateur à une valeur inférieure à la valeur nominale de la ligne, soit 100 ampères dans cet exemple. L'interconnexion d'un générateur quelque part en aval de la ligne peut ajouter un courant supérieur à ce que la ligne peut transporter et annuler le courant du schéma de protection contre les surintensités. Dans cet exemple, même 1 ampère supplémentaire nécessiterait que l'entreprise d'électricité modifie le schéma de protection contre les surintensités. Le troisième et dernier exemple concerne le facteur de puissance. Le service public fournit généralement aux clients à la fois de la puissance active et de la puissance réactive. Le cosinus de l'angle entre les deux représente le facteur de puissance. Cependant, un générateur interconnecté ne fait qu'ajouter de la puissance active au réseau de distribution, ce qui détériore le facteur de puissance. Par conséquent, le service public doit produire de la puissance réactive supplémentaire. Cependant, cela peut être un gaspillage et s'avérer problématique. Si le facteur de puissance est très différent de 1, le service public imposera des frais pour compenser les problèmes potentiels. Voilà qui conclut le troisième chapitre du cours sur l'incidence sur les réseaux de distribution électrique. Nous passons maintenant au quatrième chapitre du cours sur les problèmes et solutions en matière de distribution des énergies renouvelables. Ce chapitre passe en revue les problèmes et les solutions possibles liés à la distribution des énergies renouvelables qui se produisent à 4 niveaux différents. Qu'ils soient de petite ou de grande échelle, ils se produisent au niveau des bâtiments, des sous-stations, du réseau et de la production de la compagnie d'électricité. Téléchargez les dernières recherches de Canmet Énergie au Centre de recherche de Varennes, Québec, sur l'intégration des systèmes d'énergie renouvelables. https://www.rncan.gc.ca/énergie-électricité-infrastructure-smart-grid/4566.
Commençons par examiner les problèmes et les solutions au niveau des bâtiments. Il faut tenir compte de 4 aspects liés aux effets d'une forte pénétration des énergies renouvelables sur le service électrique dans les bâtiments individuels. 1. Calcul de la puissance électrique pour le bâtiment. 2. Protection contre les surintensités sur le réseau électrique. 3. Régulation de tension. 4. Usure des équipements de compensation de puissance réactive. En commençant par le calcul de la puissance électrique pour le bâtiment, le problème est que cette puissance est conçue pour répondre à la charge de pointe prévue du bâtiment, plus un facteur de sécurité pour la croissance éventuelle de la charge. Par exemple, un bâtiment ayant une charge de 1 MW pourrait avoir un service électrique de 2 MW. Si le bâtiment cherche à compenser 24 MWh d'énergie par jour par l'énergie solaire sur place, ce qui ne se produit que 6 heures par jour, un système photovoltaïque de 4 MW, 24 MWh divisé par 6 heures par jour, serait installé et le service électrique, 2 MW, ne serait pas suffisant pour extraire l'énergie solaire du bâtiment. Une solution serait de faire passer le service électrique du bâtiment de 2 MW à au moins 3 MW pour permettre le flux de l'énergie solaire hors du bâtiment pendant la journée. 4 MW moins 1 MW équivaut à 3 MW. Abordons maintenant le problème et la solution liée à la protection contre les surintensités au niveau du bâtiment. La coordination de la protection contre les surintensités est un aspect important dont il faut tenir compte lorsqu'on ajoute de la production d'énergie renouvelable. Lors de la planification initiale du réseau de distribution, une étude de coordination de la protection a permis de connaître l'emplacement et les réglages des fusibles, des disjoncteurs, des relais de protection et de synchroniser d'autres équipements de protection pour isoler les pannes électriques selon une séquence planifiée. Le courant supplémentaire provenant d'un générateur d'énergie renouvelable invalide les études antérieures sur la protection car il modifie la densité du courant dans les conducteurs et change l'emplacement et le réglage des disjoncteurs pour empêcher un flux électrique excessif. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions à ce problème. De nouvelles études pourraient s'avérer nécessaires afin de déterminer comment le courant maximal d'un générateur d'énergie renouvelable augmente les courants traversant le réseau électrique lorsqu'une ligne est surchargée ou lorsqu'une panne, court-circuit, survient. Les résultats de cette étude devraient inclure tous les changements requis au système de protection utilisé pour détecter et isoler les pannes et couper le courant. Il serait peut-être nécessaire de réinitialiser ou repenser le système de protection afin de régler correctement la coordination et la synchronisation des dispositifs tels que relais de protection, disjoncteurs à réenclenchement, disjoncteurs et fusibles dans un système pour détecter et isoler les pannes. Nous allons maintenant examiner la façon dont la régulation de la tension peut créer des problèmes pour un bâtiment intégrant des systèmes d'énergie renouvelable ainsi que certaines solutions possibles. La régulation de la tension est souvent citée comme la principale préoccupation des services publics lorsqu'ils envisagent l'interconnexion d'un générateur d'énergie renouvelable. Les systèmes photovoltaïques peuvent augmenter la tension au point où ils injectent de l'énergie et ils peuvent aussi tromper les systèmes de contrôle qui sont basés sur la charge de la sous-station plutôt que sur la tension réelle sur le site. Les services publics sont tenus de maintenir ces tensions dans une plage de fonctionnement relativement étroite. Par exemple, la tension de service de 120 volts peut varier de 114 volts à 126 volts en valeur de tension efficace, moyenne quadratique. Pour réduire les effets de ces problèmes, une planification et des modifications s'imposent pour calculer et prévoir les écarts de tension à divers endroits du réseau de distribution lorsque les ondulateurs photovoltaïques injectent de la puissance dans ces endroits. Par ailleurs, à la sous-station, la compagnie d'électricité étudiera la nécessité d'installer de nouveaux types d'équipements de régulation de tension basés sur la tension mesurée plutôt que sur la charge. Le fonctionnement intermittent du générateur d'énergie renouvelable peut entraîner une augmentation du nombre de cycles de l'équipement de régulation de tension neuf ou existant. Divers outils logiciels qui modélisent la variation de puissance peuvent déterminer le nombre de cycles sur l'équipement de régulation de tension pendant les variations de la production d'énergie variable. S'il s'avère excessif, une stratégie pour réduire le cyclage consiste à augmenter le temps de retard des régulateurs de tension.
Pour la dernière partie sur les problèmes et les solutions au niveau du bâtiment, nous discuterons de l'usure de l'équipement. L'équipement utilisé pour la compensation réactive et la correction du facteur de puissance peut également avoir un cycle excessif en raison de la forte pénétration des générateurs intermittents d'énergie renouvelable. La raison en est que la plupart des systèmes photovoltaïques installés avec des ondulateurs statiques fournissent de la puissance avec un facteur de puissance unitaire, PF égale 1. Cela signifie que ces systèmes photovoltaïques peuvent fournir de la puissance réelle aux charges, mais pas de la puissance réactive, qui doit toujours être fournie par la sous-station. Pour résoudre ce problème, la compagnie d'électricité doit augmenter la puissance réactive fournie pour s'adapter à chaque kilowatt supplémentaire de l'énergie photovoltaïque, car il varie considérablement et soudainement lorsque la ressource d'énergie renouvelable varie. Une autre solution consiste à spécifier des ondulateurs qui fournissent de la puissance réactive si nécessaire. Ceci conclut notre discussion sur les problèmes et les solutions d'intégration des systèmes renouvelables au niveau du bâtiment. Nous verrons maintenant comment les sous-stations gèrent l'intégration des énergies renouvelables. Les effets de l'intégration des systèmes d'énergie sur les sous-stations sont de deux natures, les effets locaux et les protecteurs de réseau. Nous commençons par discuter des effets des énergies renouvelables sur la sous-station locale. Le problème est qu'une sous-station électrique consiste en un transformateur par lequel la tension est convertie de la tension de transmission en tension de distribution, ainsi qu'en une barre omnibus avec disjoncteur, transducteur de courant et sectionneur sur chaque circuit qui sort de la barre. Différentes configurations sont possibles, y compris des barres de transfert, des barres doubles et des barres circulaires, mais les barres omnibus uniques sont courantes, car elles sont simples et peu coûteuses. Cette barre omnibus unique peut servir à accepter l'énergie provenant de circuits ayant un excès d'énergie renouvelable et à la transférer à des circuits ayant une surcharge. Une sous-station n'a pas l'objectif d'effectuer ce transfert si elle a été conçue pour que l'électricité ne soit acheminée qu'au circuit. La solution à ce problème est de reconfigurer les barres omnibus et les circuits. Dans les configurations autres qu'une barre omnibus unique, des sectionneurs haute tension ou des sectionneurs doivent être positionnés pour que ce transfert d'électricité se produise avec la nécessité probable d'ajout de nouveaux segments entre les circuits. L'analyse de la production d'énergie renouvelable et des charges prévues peut aider à déterminer les reconfigurations nécessaires des barres omnibus et des circuits. Le but de cette reconfiguration serait de permettre le transfert de l'électricité des circuits ayant un surplus de production d'énergie renouvelable vers d'autres circuits ayant une charge à alimenter. Voyons maintenant l'autre problème au niveau de la sous-station, les protecteurs de réseau. Les sous-stations dans les systèmes de réseau, plutôt qu'un réseau purement radial, ont des protecteurs de réseau sur chaque circuit sortant de la sous-station pour empêcher un retour du courant électrique. L'intégration des énergies renouvelables dans un réseau électrique peut nécessiter des contrôles spéciaux pour éviter que l'énergie renouvelable ne dépasse la charge et ne déclenche potentiellement les protecteurs du réseau. Ceci peut être réalisé le plus simplement en installant un ondulateur d'une capacité inférieure à la charge coïncidente minimale, mais peut également être réalisé avec des fonctionnalités avancées qui permettent à l'ondulateur d'être éteint ou de moduler sa puissance pour ne pas dépasser la charge. Nous passons maintenant des problèmes et solutions au niveau des sous-stations à ceux au niveau du réseau. Les effets de l'intégration des systèmes d'énergie sur le réseau sont de deux natures. 1. Stabilité de la tension du réseau électrique. 2. Synchronisation des équipements de production sur le réseau électrique. Nous commençons par discuter de la stabilité de la tension du réseau électrique. La stabilité de la tension fait référence à la capacité du réseau à rétablir les niveaux de tension nominale après des perturbations, comme une augmentation soudaine de la charge ou une diminution soudaine de la puissance du générateur ou d'autres demandes de puissance réactive qui ne peuvent être satisfaites. Les générateurs d'énergie renouvelable à ondulateurs ont des points de consigne de tension qui pourraient se déclencher hors ligne dans des conditions de tension anormales et exacerber un problème de basse tension. Une solution possible serait d'envisager de nouvelles normes d'ondulateurs qui permettraient à ceux-ci de contribuer au rétablissement à la suite d'une telle perturbation en passant par des conditions de basse tension ou de basse fréquence.
De telles normes d'ondulateurs impliquent un facteur de puissance non unitaire, un passage à basse tension et un passage à basse fréquence. Il est à noter que RNCAN a élaboré et publié une norme consensuelle pour l'interconnexion des systèmes de production décentralisés à ondulateurs statiques en tant que norme nationale du Canada, ce qui a entraîné des modifications au Code canadien de l'électricité en ce qui a trait au système de ressources énergétiques décentralisées à ondulateurs. Passons maintenant à la synchronisation des équipements de production. La stabilité de l'angle du rotor fait référence à la capacité des génératrices d'un réseau électrique à maintenir la synchronisation après des perturbations, comme une baisse de fréquence causée par l'ajout d'une charge importante ou une baisse de la production d'énergie renouvelable en raison des fluctuations naturelles de la ressource d'énergie renouvelable. Le rendement des générateurs d'énergie renouvelable à ondulateurs peut changer très rapidement, ce qui influence la dynamique du générateur. Avec des niveaux élevés de pénétration des énergies renouvelables à base d'ondulateurs, les effets sur la synchronisation de tous les équipements d'un réseau électrique peuvent être importants. Pour ce qui est des solutions, les services publics peuvent utiliser des progiciels commerciaux afin de simuler des événements transitoires, comme une perte soudaine de production d'un générateur d'énergie renouvelable. Les logiciels peuvent modéliser les détails des générateurs et des commandes, ainsi que les détails des circuits électriques et des charges, afin de déterminer si le système retrouvera sa stabilité à la suite d'un événement transitoire, comme un changement soudain dans la production d'un générateur d'énergie renouvelable donné. La dernière partie sur les problèmes et les solutions traite deux points liés aux effets de l'intégration des systèmes énergétiques sur les systèmes de production d'électricité des services publics. 1. Taux de fluctuation et réserve tournante. 2. Affectation des coûts et des investissements. Abordons d'abord les taux de fluctuation et les réserves tournantes. Les sites qui installent de grands systèmes d'énergie renouvelable, en particulier sur de petits réseaux publics, devraient savoir que kilowattheure livré ne correspond généralement pas à un kilowattheure économisé à la centrale. Il faut du temps pour démarrer un générateur et augmenter sa puissance, surtout une centrale au charbon ou une centrale nucléaire. La partie moteur thermique d'un générateur fonctionne toujours avec une capacité de réserve supplémentaire pour compenser les variations de la demande électrique. Cette surcharge opérationnelle est appelée réserve tournante. Sans production d'énergie renouvelable, la capacité de la réserve tournante doit compenser les changements prévus dans la charge. Mais avec l'ajout d'une énergie renouvelable à un système, la capacité de la réserve tournante doit compenser simultanément les augmentations soudaines de la charge et les diminutions soudaines de la production d'énergie renouvelable. La réserve tournante n'est pas souhaitable car elle consomme un peu de carburant et impose un temps de fonctionnement au générateur. Une grande partie de l'entretien est planifiée en fonction des heures de fonctionnement plutôt qu'en fonction de la production d'énergie. Plusieurs stratégies ont été retenues pour réduire mais non éliminer le gaspillage associé à la réserve tournante. Les contrôles des services publics peuvent mettre en œuvre une logique de programme sophistiquée qui analyse la contribution instantanée des énergies renouvelables et calcule la capacité appropriée de la réserve tournante. Les solutions de rechange à l'entreposage de la réserve tournante, comme les batteries, les volants d'inertie ou l'accumulation de l'énergie par pompage hydraulique, peuvent être plus rentables. La gestion de la demande est une autre solution à la réserve tournante qui contrôle les charges électriques du système au lieu de viser à satisfaire toutes les charges à un moment donné. Prévoir la production d'un générateur d'énergie renouvelable quelques minutes, heures ou jours à l'avance peut également réduire le besoin d'une réserve tournante. Les progrès techniques des logiciels de prévision ont permis aux exploitants de réseaux de transport et de distribution d'électricité de prévoir la production des systèmes solaires ou éoliens. Et pour terminer, nous discutons de l'affectation des coûts et des ressources. Les compagnies d'électricité sont confrontées aux problèmes de coordination des ressources de production et de contrôle de la charge. Les compagnies d'électricité engagent des coûts lorsqu'elles mettent en œuvre les mesures décrites dans la partie précédente et assurent la capacité de la réserve tournante en cours afin de permettre la production d'énergie renouvelable décentralisée. Les compagnies d'électricité soutiennent que la production d'énergie renouvelable sur leur réseau ne leur permet d'économiser qu'une partie du combustible qu'elles utiliseraient autrement et que tous les frais de service de la dette, d'exploitation et d'entretien et d'administration restent les mêmes. Les propriétaires de bâtiments qui installent de grands systèmes d'énergie renouvelable cherchent parallèlement à réduire au maximum le montant qu'ils versent à la compagnie d'électricité.
Afin d'accommoder équitablement les clients résidentiels et commerciaux, les entreprises de services publics doivent se décider sur le partage des coûts. Ces discussions pourraient avoir une incidence sur l'acceptation par les entreprises de services publics de la forte pénétration des énergies renouvelables. En outre, les énergies renouvelables sont caractérisées par un coût d'investissement élevé, mais un faible coût d'exploitation. Le coût marginal de l'énergie solaire et éolienne est essentiellement nul par rapport au coût substantiel des combustibles fossiles. Cela bloque les prix de gros payés pour les énergies fossiles lorsque de l'énergie renouvelable est produite, ce qui change la donne pour le modèle d'investissement actuel dans les services publics et crée un problème pour les investisseurs qui s'attendent à un taux de rentabilité élevé pour les grandes centrales au charbon et les centrales nucléaires. Pour résoudre ces problèmes, un nouveau modèle opérationnel doit être créé qui récompensera la production d'énergie à faible émission de carbone, couvrira le coût de la fiabilité, répartira équitablement les coûts et impliquera un investissement direct des investisseurs dans les améliorations requises du réseau. Au lieu de recouvrer ces coûts en fonction de la consommation d'énergie du client, les entreprises de services publics pourraient à l'avenir facturer des services, comme la fiabilité et la qualité de l'électricité qu'un client utilise, même lorsqu'il produit sa propre énergie renouvelable sur place. Ceci conclut le chapitre du cours qui portait sur les problèmes et les solutions d'intégration des systèmes d'énergie renouvelable au niveau des bâtiments, des sous-stations, du réseau et de la production de la compagnie d'électricité. Ainsi s'achève le chapitre du cours sur les problèmes et solutions en matière de distribution des énergies renouvelables. Passons maintenant au chapitre suivant sur les stratégies d'intégration des énergies renouvelables. Pour commencer, examinons certaines des stratégies principales visant à accroître la production intermittente d'énergie renouvelable dans un réseau de distribution existant. La première stratégie consiste à reconfigurer les réseaux des services publics pour permettre au courant de passer d'un générateur à une charge, y compris les emplacements et les réglages des protecteurs de réseau, la régulation de la tension et les dispositifs de protection contre les surintensités. La deuxième stratégie consiste à répartir la centrale photovoltaïque sur une plus grande surface, par opposition à une petite surface, auquel cas il y a moins de chances qu'un nuage puisse perturber la puissance et la production d'électricité est répartie de façon égale sur une journée partiellement nuageuse. Une autre stratégie pour augmenter la production intermittente d'énergie renouvelable dans un réseau de distribution existant consiste à répartir également l'alimentation quotidienne. Par exemple, un problème des installations fixes orientées vers le sud est qu'elles produisent toute une puissance maximale à midi. Mais le recours à des installations orientables et variées des panneaux photovoltaïques permet de répartir également sur la journée la puissance, moins à midi et plus le matin et le soir. La quatrième stratégie présentée dans cette diapositive consiste à prévoir la production des centrales d'énergie renouvelable. Les prévisions avertiraient l'exploitant d'un réseau de services publics suffisamment à l'avance pour qu'il accélère la production d'un générateur à combustible fossile au lieu de maintenir une grande capacité de réserve tournante. Même quelques minutes d'avertissement à l'avance pourraient être extrêmement utiles. Nous continuons avec 3 autres stratégies permettant d'optimiser la production intermittente d'énergie renouvelable sur un réseau électrique existant. Le contrôle de la demande instantanée de charge non critique est une bonne pratique. On perdrait moins si l'on éteignait un appareil pendant les 15 minutes qu'il faut pour accroître la production d'un générateur que de faire fonctionner ce générateur comme réserve tournante. La 6e stratégie consiste à stocker l'énergie. Le stockage d'énergie est la solution bien établie à de nombreux problèmes d'intégration. La technologie des batteries s'améliore et les coûts baissent en réponse à ce besoin futur de stockage d'une grande quantité d'énergie renouvelable. La dernière stratégie discutée consiste à corriger la façon dont les services publics recouvrent leurs coûts. Le recouvrement des coûts peut passer d'une tarification des produits de base, entièrement fondée sur l'énergie consommée, à une facturation des services essentiels à votre générateur et à votre charge. Cela peut comprendre des frais pour droit d'usage qui s'appliquent à la capacité de desservir votre charge en cas de panne de votre générateur. Pour intégrer les énergies renouvelables dans un réseau de distribution existant, il faut tenir compte des aspects économiques d'un tel projet. Il sera important d'évaluer la rentabilité d'un projet d'énergie renouvelable. Un projet est rentable si le coût est inférieur à celui de l'achat d'électricité des services publics selon le scénario de référence.
Le taux de rentabilité du projet est supérieur au taux d'actualisation. Le ratio épargne-investissement est supérieur à 1,0. Le coût moyen actualisé de l'énergie en dollars par kilowattheure est une autre mesure qui est souvent comparée aux tarifs des services publics et aux autres technologies d'énergie renouvelable. L'analyse des coûts du cycle de vie peut aider à déterminer les projets qui sont rentables et capables d'obtenir des rendements optimaux. Voilà qui met fin à notre discussion sur les stratégies visant à accroître la production intermittente d'énergie renouvelable dans un réseau électrique existant. Nous passons maintenant au dernier chapitre du cours où nous comparons différents types de technologies d'énergie renouvelable pour vous donner une base solide qui vous permettra d'explorer plus en détail les meilleures options pour votre site. Par rapport à la production d'énergie traditionnelle comme le charbon, le gaz naturel et l'énergie nucléaire, les technologies renouvelables présentent un avantage relatif sur le plan des coûts. De plus en plus, les technologies des énergies renouvelables peuvent rivaliser avec ces technologies et s'avérer plus rentables. Examinez les ressources et les capacités spécifiques de votre site lorsque vous étudiez le coût d'une technologie, car elles auront un impact considérable sur vos coûts. Chaque technologie présente des possibilités et des contraintes différentes. Le tableau suivant indique que ce chapitre met en évidence la capacité des ressources, les diverses technologies, les coûts d'investissement et d'exploitation et les succès spécifiques de 6 technologies d'énergie renouvelable. Commençons par l'énergie solaire. Les panneaux solaires photovoltaïques transforment la lumière du soleil en électricité. Les panneaux peuvent être montés sur des systèmes fixes ou orientables. Un ondulateur est utilisé pour le conditionnement de l'énergie et peut être interconnecté à un bâtiment ou à un réseau électrique. Le coût moyen actualisé de l'électricité pour la technologie électrique solaire, le prix moyen de l'électricité pendant sa durée de vie pour atteindre le seuil de rentabilité, varie de 140 $ par mégawattheure à 360 $ par mégawattheure. Le combustible de ce système est le rayonnement solaire gratuit. Les coûts d'exploitation et d'entretien peuvent être d'environ 20 $ par kilowattheure par an au minimum pour les besoins d'inspection et de nettoyage. La durée de vie de ces systèmes est d'environ 30 ans avec une perte annuelle de rendement de 0,4 %. La technologie solaire thermique utilise un capteur solaire pour convertir le rayonnement solaire en énergie thermique et comprend des pompes ou des ventilateurs qui transfèrent activement la chaleur pour la stocker ou l'acheminer directement à l'usager cible. Les types de capteurs varient selon l'application et les exigences de température. On peut avoir des capteurs plans non vitrés en métal et en plastique, des capteurs plans vitrés et à tubes sous vide et des capteurs à concentration. La technologie solaire thermique contribue à 0,1 % aux énergies renouvelables du Canada et comprend environ 544 000 mètres carrés de capteurs solaires en fonctionnement depuis 2007. Nous examinons maintenant les technologies éoliennes. La technologie de l'énergie éolienne convertit l'énergie cinétique du vent en électricité au moyen des pales rotatrices d'éoliennes. Il convient de noter que l'exploitation d'éoliennes dans des climats froids, comme ceux que l'on rencontre au Canada, pose des difficultés supplémentaires comme l'accumulation de glace, des pannes de l'équipement par temps froid et un accès limité ou réduit pour l'entretien. Le coût moyen actualisé de l'électricité pour la technologie de l'énergie éolienne varie de 65 $ par mégawattheure à 315 $ par mégawattheure. Le combustible de ce système est l'énergie éolienne gratuite. Les coûts d'exploitation et d'entretien peuvent s'élever à environ 50 $ par kilowatt par an. La durée de vie de ces systèmes est d'environ 15 à 20 ans. Comparons maintenant les technologies de la biomasse. L'énergie de la biomasse est de l'énergie produite à partir de matières organiques, bois, résidus de cultures agricoles, plantes aquatiques, déchets d'origine animale, etc. L'électricité peut être produite en brûlant directement la biomasse ou en la transformant en biogaz par pyrolyse ou fermentation, puis en l'envoyant à une chaudière pour produire de l'électricité. La biomasse peut également être utilisée avec le charbon pour réduire les émissions globales de gaz à effet de serre d'une centrale au charbon. Le coût moyen actualisé de l'énergie de la biomasse varie d'environ 60 $ à 280 $ par mégawattheure. Le combustible nécessite une source et le transport constant à long terme de la matière première de biomasse et a un coût d'exploitation et d'entretien relativement plus élevé, les coûts variables variant de 21 à 27 $ le mégawattheure
et les coûts fixes variant de 20 à 356 le kilowatt par an. La durée de vie des systèmes de biomasse est d'environ 30 ans. Abordons maintenant l'hydroélectricité. La technologie hydroélectrique convertit l'énergie mécanique de l'eau courante en électricité au moyen de barrages hydroélectriques. Le coût moyen actualisé de l'hydroélectricité à réservoir varie d'environ 70 à 280 le mégawattheure, tandis que celui d'une centrale au fil de l'eau varie d'environ 95 à 500 le mégawattheure. L'eau courante est une ressource gratuite. Les coûts d'exploitation et d'entretien sont faibles par rapport à ceux des autres générateurs d'énergie renouvelable et les technologies hydroélectriques ont une durée de vie de plus de 30 ans. Passons enfin à l'énergie géothermique. La technologie de l'énergie géothermique utilise la chaleur emmagasinée sous la terre pour produire de l'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Les technologies géothermiques comprennent les pompes à chaleur pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments et les turbines à vapeur pour produire de l'électricité. Le coût moyen actualisé de cette technologie varie d'environ 90 à 600 le mégawattheure. La source d'énergie géothermique est une ressource gratuite, bien qu'il y ait des coûts pour extraire la chaleur de la Terre. Les frais d'exploitation et d'entretien sont d'environ 70 par kilowatt par an fixe et 3 par mégawattheure variable. Les générateurs d'énergie géothermique ont une durée de vie de 15 ans. Ceci conclut le matériel de cours sur l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable. Ce cours vous a donné les notions et ressources préliminaires nécessaires pour envisager les technologies d'énergie renouvelable pour votre site. Résumons nos acquis. Nous avons commencé par présenter les motifs pour l'intégration des énergies renouvelables et certaines des principales sources d'énergie renouvelable au Canada. Ensuite, dans la partie intégration des systèmes énergétiques, nous avons appris comment contrôler la production croissante d'énergie renouvelable intermittente pour réaliser des économies et améliorer la fiabilité. Nous avons discuté des répercussions des systèmes d'énergie renouvelable sur le réseau de distribution d'électricité. Puis, nous avons examiné les problèmes et les solutions pour la distribution des énergies renouvelables au niveau des bâtiments, des sous-stations, du réseau et de la production de la compagnie d'électricité. Ensuite, nous avons présenté quelques stratégies possibles pour intégrer la production croissante d'énergie renouvelable intermittente dans le réseau électrique. Enfin, nous avons donné un aperçu du rendement et du coût comparatif de diverses technologies d'énergie renouvelable et décrit leurs avantages et leurs inconvénients par rapport à la production d'énergie traditionnelle. Grâce à une planification intelligente et à l'ingéniosité, votre site peut répondre aux exigences en matière d'énergie et de développement durable et ouvrir la voie à la promotion de l'efficacité énergétique et des solutions énergétiques propres. Nous espérons que vous avez beaucoup appris sur cet important sujet et que vous vous sentez mieux préparé pour faire avancer le plan d'énergie renouvelable de votre site. Merci de vous joindre à nous. Nous espérons que vos efforts pour mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable seront couronnés de succès. Testez vos connaissances en répondant à un court questionnaire sur le contenu du cours. Question 1. Lorsque vous déterminez la viabilité des technologies d'énergie renouvelable pour votre site, tenez compte des facteurs suivants. A. Le coût actuel de l'énergie pour votre site et les sources d'énergie renouvelable locales. B. Les coûts d'installation et d'entretien. C. Les politiques et mesures incitatives provinciales, territoriales et des services publics locaux. D. Toutes ces réponses. La bonne réponse est D. Toutes ces réponses. Question 2. Selon la Stratégie fédérale de développement durable 2016 à 2022 et la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement fédéral s'est engagé à réduire les émissions de ses activités de 40 % d'ici 2030 et de % d'ici 2050 par rapport à 2005. A. 50 %. B. 90 %. C. 80 %. D. 65 %. La bonne réponse est C, 80 %. Question 3. Les problèmes d'interconnexion avec les projets de production d'énergie renouvelable sur place peuvent inclure A. Le cyclage de l'équipement qui régule la tension. B.
La reconfiguration du schéma de protection contre les surintensités. C. Le facteur de puissance requis de l'entreprise d'électricité. D. Toutes ces réponses. La bonne réponse est D. Toutes ces réponses. Question 4. Lesquels des éléments suivants faut-il envisager lorsque les énergies renouvelables représentent une part importante de l'énergie d'un bâtiment individuel, pénétration élevée? A. Calcul de la puissance électrique pour un bâtiment. B. Protection contre les surintensités sur le réseau électrique. C. Protecteur de réseau dans les réseaux reliés. D. Toutes ces réponses. La bonne réponse est D. Toutes ces réponses. Question 5. Les points problématiques pour l'entreprise d'électricité ou l'exploitant du réseau en ce qui concerne l'intégration des énergies renouvelables sur place au réseau électrique sont A. Stabilité de la tension. B. Synchronisation des équipements de production. C. Usure des équipements du bâtiment. D. A et B ci-dessus. La bonne réponse est D. Les réponses A et B ci-dessus. Stabilité de la tension et synchronisation des équipements de production. Question 6. Les problèmes d'interconnexion deviennent plus importants lorsqu'un système renouvelable A. Est plus proche d'un dispositif local de régulation de tension. B. Prend de l'ampleur. C. Est situé plus loin d'une sous-station. D. B et C ci-dessus. La bonne réponse est D. Les réponses B et C ci-dessus. Prend de l'ampleur et est situé plus loin d'une sous-station. Question 7. L'objectif de la réserve tournante est de répondre à toutes les charges à tout moment. Une autre solution qui contrôle les charges du réseau électrique est A. La répartition des coûts et des taux de fluctuation. B. Les taux de fluctuation et les investissements progressifs. C. La gestion de la demande. D. La synchronisation de la tension. La bonne réponse est C. La gestion de la demande. Question 8. À mesure que la production d'énergie renouvelable dans un système augmente, A. Les sources d'énergie conventionnelles doivent être augmentées. B. La production d'électricité centrale doit être proportionnellement réduite. C. Le fonctionnement du réseau doit être modifié pour tenir compte de l'énergie renouvelable intermittente. D. Aucune de ces réponses. La bonne réponse est C. Le fonctionnement du réseau doit être modifié pour tenir compte de l'énergie renouvelable intermittente. Question 9. Les stratégies visant à accroître la production intermittente d'énergie renouvelable sur le réseau d'électricité comprennent les suivantes. A. Contrôle de la demande instantanée des charges non critiques. B. Répartition égale de l'alimentation quotidienne et la production accrue d'électricité le matin et le soir grâce aux panneaux solaires orientables. C. Prévision de la production afin d'avertir et d'éviter de maintenir une grande capacité de réserve tournante. D. Toutes ces réponses. La bonne réponse est D. Toutes ces réponses. Question 10. La plupart des problèmes liés à la production intermittente d'énergie renouvelable sur le réseau électrique pourraient être évités par une A. Amélioration de la technologie des batteries et du stockage de l'énergie. B. Synchronisation de la stabilité de tension au réseau électrique. C. Affectation des coûts et des investissements à la réserve tournante. D. Installation de protecteurs de réseau au niveau du réseau. La bonne réponse est A. Amélioration de la technologie des batteries et du stockage de l'énergie. Si vous avez des questions au sujet de ce cours ou si vous êtes intéressé par d'autres possibilités de formation, n'hésitez pas à communiquer avec l'Office de l'efficacité énergétique en utilisant les coordonnées fournies. Notre adresse électronique est la suivante: nrcan.greeninggovernmentvert.rncan@canada.ca. Notre site web se trouve à l'adresse suivante: https://www.rncan.gc.ca/gouvernement vert.
Merci pour votre participation.